Bonjour à toutes et à tous et je vous remercie de votre participation à ce webinaire. Je suis donc Catherine Barranger, responsable de l'organisation des webinaires chez IBM France. Nous allons vous présenter cette session avec notre partenaire What's Next sur la gestion des litiges dans le domaine des assurances. Vous pouvez donc à tout moment poser vos questions tout au long de cette présentation au travers de l'onglet Q&A, qui se trouve en bas de votre écran. Sur votre écran de webinar. Demain, vous recevrez donc un lien avec le replay et la présentation également en format PDF. N'hésitez pas donc à relayer le lien d'inscription à vos collègues qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Ils pourront regarder le replay à leur convenance et également poser des questions au travers de cet onglet Q&A. Je vais maintenant laisser la parole à Gilles Ladeuil-Gaillerie qui va vous présenter l'agenda et les conférenciers. Je vous souhaite une très bonne session. Merci. Bonjour, merci Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire organisé par la société What's Next. Donc, je tenais à vous présenter effectivement l'agenda. Nous aurons l'occasion de présenter What's Next et son écosystème grâce à la participation de notre président Raphaël Ducasse. Ensuite, je vous présenterai différents cas d'usage et retours d'expérience en complément de celui que nous allons voir. Et ensuite, notre Michel Cossanel, qui est d'IBM France, mais qui est le CTO de What's Next, vous présentera plus en détail le cas d'usage sur l'assurance qui concerne la gestion des litiges dans un contexte d'expérience What's Next. Et ensuite, bien évidemment, vous avez l'occasion de poser des questions. Nous pourrons, en fin de séance, répondre à vos questions. Raphaël ? Oui, bonjour à tous. Merci Gilles. Écoutez, juste quelques mots sur What's Next avant de démarrer le focus sur le use case assurance dont on va parler aujourd'hui. Rapidement, What's Next, c'est une société que nous avons créée il y a un peu plus de 3 ans, qui, comme son nom l'indique, souhaite accélérer la digitalisation de l'entreprise en utilisant les technologies d'intelligence artificielle et en particulier Watson, encore une fois c'est dans notre nom, mais également d'autres technologies, en particulier la blockchain, le RPA et tout ce qui est nécessaire aujourd'hui pour accélérer ce processus de digitalisation de l'entreprise. En quelques mots, aujourd'hui, What's Next fait partie d'un groupe qui a également des activités connexes dans la business intelligence, la data intelligence, avec une société qui s'appelle Be Ready ou BI Ready, comme chacun le souhaite. On a également dans le groupe une société qui s'appelle Nextrace, qui est plus spécialisée dans la traçabilité au travers d'applications de type blockchain, et également un élément intéressant qui sont le e-learning intelligent, avec du e-learning nouvelle génération intégrant tous les éléments multimédia et de l'intelligence artificielle. Tout ça nous permet en effet de remplir notre mission d'accélération de la digitalisation. Alors, nos ressources aujourd'hui, ce sont 20 ingénieurs informatiques qui sont tous ou presque certifiés, parfois multi-certifiés sur les produits IBM Watson. On travaille sur les dernières plateformes, ça c'est important, il y a les derniers Cloud Pak, et on travaille d'ailleurs en collaboration avec le plus gros distributeur en France sur ces domaines qui s'appelle Tech Data, qui occupe d'ailleurs le 3e étage de leur immeuble, donc ça c'est plus facile pour travailler. Et puis vous l'avez bien compris, évidemment, on a un partenariat majeur avec IBM. Alors bien entendu, on est business partner, mais on va plus loin que ça, puisque on a également accès au laboratoire au travers aussi de Michel, qui est détaché chez nous et notre CTO en même temps. Donc c'est évidemment un axe majeur de travail. Et puis pour terminer, parce que c'est important dans ce domaine qui évolue très vite, on a un partenariat aussi fort avec des universités et des grandes écoles, en particulier deux d'entre elles qu'on peut citer. L'université Paris 13 plutôt sur la partie NLU, NLP, sur la partie domaine linguistique, et puis Centrale Supélec de façon générale, où on est d'ailleurs en train d'approfondir ce partenariat. Donc voilà, ça nous permet de rester aussi très proche de tout ce qui est recherche. Dernier point, avant de repasser la parole à Gilles, ce qu'on voulait nous indiquer, c'est que nous aujourd'hui on cherche des solutions IA, on se veut pas être spécialisé dans un domaine, parce qu'on pense que la recherche de solutions
de ce type nécessite la mise en œuvre de beaucoup de compétences. C'est pour ça d'ailleurs que dans le groupe, on a réuni aussi d'autres compétences. Et là, par exemple, vous allez voir dans le cas qui vient, où on va utiliser essentiellement des technos de NLP, mais également on met en œuvre du machine learning, et souvent on n'utilise pas qu'une seule techno. Donc aujourd'hui, nous, on a des moyens d'aller de façon assez profonde sur chacune des technos qui sont présentées ici. Et ben voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion de partager encore plus avec vous. Je vais repasser la parole à Gilles pour vous présenter quelques use cases, et puis on passera derrière à la présentation du use case assurance. Merci Raphaël. Donc effectivement, en complément du cas présenté lors de ce webinaire, nous avons aussi d'autres cas d'usage qui sont, comme on l'a dit, basés sur les technologies blockchain. Donc ici, on a fait une synthèse effectivement de l'IA au service de l'assurance, mais je ne vais pas rentrer dans le détail puisque vous aurez une démonstration qui sera faite par Michel dans quelques instants. On a aussi réalisé effectivement des solutions dans la partie bâtiment, et on a eu l'occasion de travailler avec une société qui s'appelle Énergémotique, qui fournit des solutions autour de la gestion technique, où on était en partenariat dans le cadre de la gestion technique du bâtiment. Il s'agissait en fin de compte d'exploiter les données qui sont collectées par les différents providers de bâtiments, et en l'occurrence c'était une société qui travaille avec Bouygues, puisque toutes ces données sont collectées, qu'elles soient des données concernant l'électricité, la clim, les accès, et ensuite effectivement on a mis en œuvre un assistant intelligent pour permettre de réaliser la maintenance prédictive. Alors cet assistant intelligent était sous forme d'un chatbot, éventuellement de produire des alertes et d'exploiter au maximum les données fournies par cette société dans le cadre du service au bâtiment intelligent. Alors tout ça, bien évidemment, à base de technologie Watson. Le deuxième cas d'usage concernait un peu différent. Là, on a travaillé effectivement avec une start-up qui est une société qui assiste les sociétés dans le cadre de l'épargne salariale et de la retraite. Et on a monté avec eux une solution permettant aux salariés d'avoir une plus grande clairvoyance quand on reçoit. La problématique qui était adressée, c'était de dire, quand les salariés reçoivent des actions gratuites, il est souvent difficile de connaître et d'avoir une synthèse de toutes les contraintes réglementaires et savoir ce qu'on doit produire comme document, quels sont les impacts financiers et les impacts au niveau des impôts. Donc on a travaillé avec eux effectivement pour mettre en œuvre un assistant intelligent sous forme d'un chatbot qui leur permettait à tout instant de savoir quels étaient l'état de leurs actions, quels étaient l'impact au niveau financier et au niveau des impôts, et puis les avertir en cas de warning pour l'évolution des actions, la vente, ou alors effectivement garder les actions. Et le dernier cas, en fin de compte, ça concerne la partie blockchain. Alors la problématique est toujours autour des organismes financiers, et là il s'agissait de faire un transfert d'argent digital entre l'Europe et l'Afrique. Et on a fait un partenariat avec des entreprises locales de distribution locale, et on a construit à base de blockchain une application permettant de simplifier ce transfert d'argent électronique. Voilà ces différents cas d'usage. Je vais laisser maintenant la parole à Michel qui va rentrer plus en détail de la gestion des sinistres au service de l'assurance. Merci. Michel ? Bonjour. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, la solution, qu'on va vous montrer. Donc, on est dans le contexte de l'assurance, dans le contexte des sinistres automobiles. Pour une raison assez simple, c'était plus la rapidité, la capacité. On a travaillé sur les données réelles. La confidentialité est beaucoup moins exigeante en matière de sinistres automobiles qu'en matière de santé. La problématique adressée est assez impressionnant. Des dizaines de milliers de documents arrivent dans les services de gestion de sinistres. Et il y a une pression sur un traitement qui est souvent répétitif
Et on va s'appuyer, par exemple, pour surtout partager la compréhension et la facilité de comprendre tous les apports de l'IA. On va partir sur le traitement, par exemple, des constats amiables, qui représente d'ailleurs une charge importante, et avec des objectifs donc, de maîtriser les temps de réponse, d'avoir des réponses cohérentes, souvent sur des situations qui sont relativement équivalentes, des décisions de juristes, et le service de juristes avec lequel nous travaillons pouvait atteindre jusqu'à 60-65 personnes. Et on comprend bien que 65 personnes ne peuvent pas avoir forcément le même avis dans des situations. Donc il fallait accélérer aussi, il fallait capitaliser. Il fallait aussi profiter de cette capacité de digitalisation pour que finalement, si on confie à un assistant intelligent un certain nombre de choses à faire, mais aussi on peut éviter d'avoir des piles de documents à traiter tous les matins et donc favoriser la mise en œuvre d'un canal web, par exemple, où en face de l'assuré, il peut y avoir donc une machine qui peut travailler 24 heures sur 24, et tant qu'elle n'a pas vu, lu parfaitement un document, et bon, le travail reste quand même celui de l'assuré et non pas celui de l'assureur. Voilà. Et donc, en réalité, ça nous a amené à développer, à travailler sur de différentes techniques d'intelligence artificielle. L'assistant intelligent, il a deux axes. Il assiste l'assuré dans sa démarche, on va le voir, et il assiste l'expert métier dans sa capacité à résoudre les problèmes. En clair, quand on dit qu'il assiste, il se substitue et il contribue à faciliter le travail et de l'assuré qui est en interaction avec son assureur et de l'expert assureur qui va faire appel à un certain nombre de textes réglementaires pour accélérer son processus de décision et la capacité d'être cohérent dans sa propre démarche. Donc on a cette vision multifacette. Je n'insiste pas, on va vite le voir à travers donc la suite de cette présentation. Donc, on a un client qui est convaincu que les technos d'intelligence artificielle peuvent apporter quelque chose dans son entreprise. C'est extrêmement difficile, et pas en situation de prouver à des gens qui n'ont pas du tout envie de jouer le jeu. Et donc, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur les expertises métiers qui seront valorisées par les technologies. Les technologies ne vont pas se substituer à ces expertises, elles vont améliorer la qualité du travail de chacun des intervenants. D'où l'implantation de techno dans une entreprise qui se fait avec les gens qui sont dans l'entreprise. C'est extrêmement important. Alors, cette implantation va se traduire par le process métier. Le process métier va être touché parce que ce qui pouvait être fait à un moment donné manuellement ou à travers un appel parce qu'il nous manquait des informations, on comprend bien que ces technologies d'intelligence artificielle peuvent se substituer sur certaines tâches. Donc, on le voit très bien, et d'ailleurs toute la presse le montre, le processus métier est fortement concerné, sinon impacté, par l'arrivée de ces technologies. Donc tout ça se fait de façon partagée, volontaire de la part de tout le monde. L'expertise métier, elle est dans le domaine de notre client, elle ne sera jamais chez nous, on va poser un certain nombre de questions, c'est lui qui va être renseigné. Voilà. Donc on a, je l'ai dit tout à l'heure, repris les procédures, on a travaillé sur les sinistres automobiles, juste pour des questions d'accès à des informations, ça nous évitait de nettoyer des informations avec des données personnelles, c'était beaucoup plus simple. Notre objectif était simple, c'était regarder tous les endroits où la solution What's Next pouvait aider, contribuer. Et dans une réflexion complètement ouverte, à travers les acteurs que nous avions en face de nous, et on s'est challengé, on s'est auto-challengé nous-mêmes, traiter le sinistre automobile, je dirais que dans 50, 60, 70% des cas peut-être, c'est assez classique parce que les situations sont répétitives. Nous, on s'est intéressé à dire on est capable de traiter des sinistres complexes, c'est-à-dire des sinistres dans lesquels il y a quelque chose qui n'est pas partagé entre l'assuré et l'assureur, ce qu'on appelle les litiges. Non, monsieur l'assureur, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, etc. Non, parce que je pense que c'est lui qui a fait une... Alors, des situations qu'on a rencontrées, j'en donne une par exemple. Je tourne à droite pour me garer dans un parking. Il y a une voie de vélo d'ailleurs. Je mets mon clignotant, je tourne très lentement et derrière moi il y avait un véhicule. Il y avait un véhicule qui passe sur la voie de vélo et qui me heurte.
Eh bien, très naturellement, si on fait un sondage autour de nous, 99% des gens penseront que ben, c'est pas de ma faute, moi j'ai tourné, j'avais mis mon clignotant, etc. Eh bien, malheureusement, j'ai changé de direction sans avertir, sans m'assurer que je pouvais le faire. Je suis responsable. C'est pas forcément partagé par tout le monde. Et pourtant, c'est clairement exprimé dans le code de la route. Donc, les litiges exigent une expertise extrêmement fine du code de la route, hein, c'est le réglementaire sur lequel on s'est appuyé, et on va voir quelles sont les contributions du système intelligent là-dessus. Ces contributions sont de 4 natures. On va devoir, dans un premier temps, évidemment, puisqu'on a un assuré qui se plaint, qui va envoyer des documents, on va devoir devoir développer de l'intelligence pour reconnaître les documents. Je ne vais pas m'étendre ici, les technos de reconnaissance de texte, d'images, de dessins sont de plus en plus développés. C'est une activité permanente, quotidienne dans l'innovation. Les dernières innovations, par exemple, c'est quelqu'un qui raconte quelque chose qui va être dessiné par un système intelligent. Et donc ces technologies sont extrêmement pertinentes et forcément, il faut absolument intégrer ce traitement et cette capacité d'intégration dans notre chaîne de traitement. À côté de la reconnaissance de documents, donc on a dit, images, il y a la compréhension des contenus textuels. Alors, on a pris des exemples simples de 2 manières. Il y a le texte qui est le constat amiable, on le prend comme basique, comme référence pour que ce soit partagé par tout le monde. Le véhicule A a heurté le véhicule B. Le véhicule A a quitté un stationnement, on verra dans une application concrète tout à l'heure. Bref, ce sont des phrases, les outils de Natural Language Understanding, de NLP, etc., permettent aujourd'hui d'adhérer à cette compréhension. Derrière cette compréhension, une autre ressource d'intelligence artificielle, le raisonnement. C'est pas nouveau. Les systèmes experts utilisent des raisonnements. Faut-il encore que ces fameux textes réglementaires, ici les articles du Code de la route, puissent être compris par une machine? C'est certainement une des choses les plus complexes de ce projet, l'intégration donc du Code de la route, une partie pertinente de ce Code de la route à l'intérieur d'un système intelligent. Et donc, on l'a dit, dernière phase de cette contribution. Alors, je passe aussi les outils, on le verra, de machine learning. On verra à un moment donné à quel point ça nous sert. La dernière interaction, c'est l'assistance, c'est la phase visible de cet assistant intelligent. C'est ce que j'ai dit, côté client et côté expert. Voilà. Et le tout, cerise sur le gâteau, on va générer et produire automatiquement des conclusions. Et on sait très bien la complexité et la charge de rédiger une conclusion après avoir étudié des dizaines de textes. Voilà. Donc on continue. On va donc, pour faire ça, 3 grandes étapes. La première phase, donc voilà, ça c'est la présentation que vous aurez, donc vous pourrez parcourir cette phase. Première phase, on reçoit des documents, il va falloir les traiter. C'est pas du tout le profil d'un expert métier. Reconnaître un constat amiable, reconnaître une carte d'identité, un permis de conduire, une assurance, une police d'assurance, etc. C'est pas du domaine de l'expertise métier. Mais bon, donc c'est un profil qui va faire ce genre de choses. Il faut absolument automatiser. Il faut utiliser le réseau et les possibilités du web pour dire ce n'est pas compris. Donc tout ça va être mis en place. On le voit tout de suite. On rentre donc dans cette phase. L'application se présente, évidemment, par l'identité. On a un tableau de bord qui nous donne un peu la situation de tous les travaux. Je n'insiste pas, c'est possible. Et on va utiliser les premières solutions de scanning de documents, de traitement, de digitalisation du document. Je n'insiste pas là non plus. On récupère un PDF, on envoie un fichier FTP sur lequel on va commencer à jouer une gamme d'outils de reconnaissance. C'est assez facile à comprendre. Le dossier est traité. Ça peut prendre un certain temps. Il peut y avoir des dossiers de plusieurs centaines de pages. La seule exigence, c'est que les pièces soient dans le bon ordre. Pas forcément dans la bonne position, mais dans le bon ordre. Les outils sont capables de reconnaître une pièce qui est à l'envers, un permis de conduire qui est légèrement, qui est évidemment pas en vision perpendiculaire par rapport au scan qui a été réalisé. Bref, ces technologies prennent du temps. On a donc un dossier qui se présente et qui est en cours d'analyse, comme on le voit dans l'écran. Les technos, en un mot, on fera un bilan à la fin. Ici, on utilise les dernières technologies d'IBM, les BACA, de la suite d'Atacap et toutes ces choses-là, où il y a quasiment tous les mois des innovations là-dessus. Et il y a maintenant une bibliothèque assez fournie, parce qu'il y a une équipe d'assurance qui travaille de façon extrêmement pertinente à la connaissance de ces documents.
Donc, dans la reconnaissance des documents, deux choses importantes. Quand on n'arrive pas à reconnaître un document, on a toujours la possibilité, peut-être, c'est un conseil que je donne, eh bien, de modifier peut-être certaines choses dans la trame du document pour qu'il soit compréhensible. C'est plus en permanence et les compagnies d'assurance sont très sensibles à ça. Donc, les pièces sont reconnues avec l'outil BACA. Le dossier est donc en cours de chargement. Un problème là-dessus, on va s'occuper d'autre chose. On va maintenant passer à l'étape d'analyse de ces pièces. En réalité, vous l'avez compris, cette première phase, c'est de dire avant que je travaille sur votre dossier, est-ce que j'ai toutes les pièces requises? Et donc, il y a un certain nombre, en fonction de la nature du sinistre qui est en jeu, il y a un certain nombre de pièces qui sont plus ou moins nécessaires. Voilà. Donc là, on a analysé un dossier, vous l'avez compris, à travers l'outil d'ossérisation, et on voit des zones qui sont des zones blanches. Une zone blanche avec un chiffre 3, et tout simplement qu'on a reconnu 3 pièces qui sont en fait des lettres de réclamation. Je ne sais pas si vous le voyez, ce sont des lettres de réclamation. On voit aussi ici qu'il n'y a pas, a priori, on n'a pas reconnu de relevé d'information. Et on voit aussi ici, en bas, qu'il y a des pièces qui n'ont pas été reconnues. On ne sait pas ce que c'est. Parce que malheureusement, le système s'améliore, mais voilà, on ne reconnaît pas. Et donc, on va profiter de cette capacité pour améliorer de façon permanente. On imagine donc, on va maintenant travailler sur une pièce qu'on a reconnue. On clique pour afficher cette pièce. Et le premier résultat intelligent de notre système, c'est qu'il nous dit, j'ai reconnu effectivement une lettre de réclamation, j'ai reconnu quel était le nom de l'éditeur, il y a un certain nombre, vous le voyez, de métadonnées sur cette partie droite, et il y a même une reconnaissance du texte. Et je le redis, toujours plus ou moins pertinent. Et donc, ça, c'est un travail qui est en permanence, qui s'améliore en permanence. Si la pièce n'est pas la bonne pièce, on a toujours la possibilité de le changer. Donc, j'insiste pas, les outils n'ont pas une vision absolue, ils s'améliorent. On clique quand même maintenant, parce qu'à un moment donné, on a envie d'aller un tout petit peu plus loin, quand il y a des doutes, pour afficher vraiment la pièce. Donc, ça, c'est le résultat aussi du travail d'ossérisation. La pièce est sur la partie gauche. Ce qui permet, une fois de plus, à l'utilisateur de valider qu'il s'agit bien d'une lettre de réclamation, que l'émetteur, que le destinataire, que le sujet, etc., toutes les métadonnées qui sont nécessaires et qui ont été demandées par la compagnie d'assurance apparaissent bien et où sont renseignées à la volée. Donc, on a aussi la possibilité de modifier le système, on l'a vu. Et donc, maintenant qu'on se rend compte qu'on a étudié ces pièces dérivées, qu'on a identifié ces pièces, on se rend compte qu'il manque un certain nombre de pièces pour que le dossier puisse être travaillé par l'expert métier qui va donner son véritable avis d'assurance. Donc, pour qu'il soit dans les mains de l'expert métier. Donc, ce passage à la phase de demande de pièces se fait automatiquement. On a déjà reconnu le type de problème et l'assureur a déjà une liste de pièces génériques dont il sait qu'il aura besoin. Et donc, je ne vais pas rester très longtemps sur cette phase, il propose cette liste et donc vous vous doutez que ce n'est pas très compliqué de faire un système qui appelle les pièces manquantes. Donc, on envoie la demande, il y a un formulaire, on valide cette demande sur la liste des pièces, tout ça est assez automatique, c'est pas très compliqué. Éventuellement, on peut coller aussi des pièces, etc. Voilà, on envoie le message, ce n'est pas la plus décisive. Et tant que le dossier n'est pas complet, il est dans les mains de ce petit profil d'utilisateur qui va boucler une fois, 2 fois, 3 fois, parce qu'il manque des pièces, parce qu'on ne reconnaît pas, ou on ne reconnaît pas cette pièce. Comme vous avez compris, on va passer dans la deuxième phase. D'accord. Le dossier est considéré comme à ce moment-là complet. Eh bien, on a un outil qui nous le lance automatiquement. Il dit monsieur l'assuré, votre dossier est complet, on va commencer à l'étudier. Alors ça, c'est très important parce que cette date de début, c'est un enjeu. C'est un enjeu. Il faut absolument optimiser le temps de traitement. Il faut capitaliser sur l'expertise de l'assureur. Il faut capitaliser sur la connaissance des textes juridiques, etc. Voilà. Donc, juste pour info, ce dossier rentre dans notre tableau à forme vérifiée. Il peut rentrer dans les mains de l'expert métier. Cet expert métier, il va faire son travail, il va regarder les pièces et on le voit très facilement. Il va devoir prendre des pièces et il va trouver qu'il y a des éléments qui sont importants. Il va donc faire un travail qu'il faisait
jusqu'à maintenant en recopiant, eh bien, on va lui favoriser ce travail. Il va pouvoir parcourir l'ensemble des pièces, on le voit, et donc regrouper, et on va voir comment il va faire, les parties qui lui paraissent intéressantes. Et évidemment, le système va l'aider, parce qu'en même temps, il a un historique des situations. Voilà. Donc, à ce stade, je dis bien, le dossier est considéré comme complet, et on rentre dans l'analyse faite par le juriste. Voilà. Donc là, il appelle un dossier, ça ne suffit pas, on rentre dans son espace de travail. Il a donc, ce coup-ci, il l'a sur la gauche, la structure de sa réponse. La structure de sa réponse, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter un certain nombre de pièces. Et ces pièces vont venir implémenter le futur rapport qu'il va établir. Donc, il a besoin d'informations sur l'assuré, il a besoin d'un historique des différentes interactions. Toutes ces pièces-là, il va pouvoir les appeler, elles sont présentées en haut à gauche, et au fur et à mesure, quand il va voir la pièce qu'on va voir, il va venir compléter, remplir, un dossier. Donc, on voit tout de suite comment ça se passe. Donc, dans cette première partie, il y a la trame de la réponse. Là, il y a les pièces, c'est ce que je viens de dire, et il y a donc ce jeu d'interaction qui vont être au passage toutes les pièces que je vais regarder, moi, en tant que juriste. Michel, toutes ces pièces-là, oui. Michel, Oui. on remarque que le son est haché. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose, mais... Ah, pardon. Continue. Mais... Ouais, moi j'entends... là, j'entends... C'est quand je parle? Moi, j'entends rien, ouais, là. Ça vient peut-être... De temps en temps, vas-y, continue. Non, continue. Donc, on va interagir sur les pièces, vous avez bien compris, on va parcourir l'ensemble des pièces. Ce qui paraît important au juriste, eh bien, il va faire ce que l'on va parfaitement comprendre, un copier-coller. Il a donc la pièce qu'il a cliquée, il l'amène, il regarde les choses qui l'intéressent, il a besoin de travailler sur la pièce originale, il rappelle la pièce originale. Sur cette pièce originale, il va récupérer une partie du texte, on le voit ici, la zone colorée. Cette partie l'intéresse, il fait du copier-coller et il le met dans la zone d'interaction. Automatiquement, le système garde les dates, garde donc la chronologie de toutes ces pièces et la réorganise en fonction donc des dates réelles. Tout ça pour la préparation du rapport final. Et on voit donc bien qu'on a ce remplissage. Ce remplissage peut être aussi manuel, hein, rien ne l'empêche de réécrire quelque chose qui n'est pas forcément lisible dans ce qui a été émis par l'assuré. On a travaillé sur des documents qui sont assez difficilement compréhensibles. Voilà, bref, l'expert, à la partie de gauche, en fonction du nombre de pièces, il y a autant de pièces qu'il peut y avoir d'interaction, va construire les éléments, va identifier les éléments qui l'intéressent. Il peut même modifier les dates, et on a une représentation formelle des dates, toujours simplifiée. Et donc, on arrive, donc, après avoir fait ce travail de consolidation, dans la partie finale. Donc, on est, je le rappelle, dans ce contexte. Les pièces qui ont été jugées pertinentes ont été analysées. Elles sont classées dans cette espèce d'univers. Elles sont séquencées comme il faut. On a utilisé, juste pour que tout le monde partage la performance de la solution, le constat amiable fourni par la Fédération française de l'assurance qui sépare certaines zones. Tous ceux qui ont déjà utilisé le constat amiable classique sur papier, une case cochée peut signifier deux choses différentes. Donc ça ne résolvait pas le problème que nous avions à traiter. En revanche, le constat amiable qui est disponible aujourd'hui en numérique, produit par la FFA, c'est bien la différence. Donc on a saisi les pièces, on a mis à profit le développement permanent des technos. On comprend bien que de plus en plus rapidement, et avec l'évolution des technos, il y aura de plus en plus de choses comprises automatiquement par le système. Voilà. On a ce stade-là, à l'époque on a travaillé, il était important que les faits, qui sont la base du raisonnement, soient rédigés par l'expert. Mais on a joué là-dessus, parce qu'en prenant les cases du constat amiable, on se disait aussi qu'on était capable automatiquement de lire les cases du constat amiable, et donc dans certains cas, de ne même pas solliciter l'expert à ce niveau-là. À l'époque où on a fait ça, on a accepté de la saisie automatique, on va le voir tout à l'heure, et on va faire cette séquence en live encore, pour encore mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et donc, on a pris ce constat juste pour partager la connaissance entre tous les acteurs de l'entreprise. Voilà. Donc, je redis, on a l'ensemble de ces pièces qui se présentent, et donc cet ensemble de ces pièces
eh bien, constitue une espèce de dossier, une espèce de concentré d'un certain nombre d'informations. Et là, on a une techno de machine learning, hein, c'est du convolutional neural network, pour ceux qui ça intéresse, qui va nous permettre de dire, dans les classes identifiées dans la compagnie d'assurance, on est face à un accident auto, ça c'est pas très compliqué à identifier, et une problématique de droit à réparation. Juste pour information, le droit à réparation, c'est finalement, j'ai été heurté par quelqu'un, mais quand même, j'ai quand même commis moi-même une faute. Et donc, je suis plus ou moins remboursé. C'est ça le principe. Donc, on va prendre cette séquence, et on va la travailler. On va la travailler en live. On va regarder comment on va générer le rapport final. Et là, je vous propose donc de faire cette séquence en live. Donc, vous avez compris, tout ce travail documentaire a été fait, il n'était pas forcément nécessaire de le montrer là. En revanche, là où c'est intéressant, c'est quand on va dérouler ce qui va se passer en live. Et donc, je vais partager mon écran et on va continuer la démonstration avec la solution en direct. Donc, vous me dites quand vous voyez l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran ? Il faut toujours un temps de latence. C'est bon. C'est bon, Michel. Voilà. Donc, voilà, vous retrouvez à peu près la forme qui a été montrée tout à l'heure à travers donc, les slides. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'échanges. Hein, c'était interaction, on l'appelle échange ici. Et en réalité, on est dans la phase importante. Vous avez vu que l'objet du litige, il y a une proposition de notre outil de machine learning qui nous dit c'est un accident de droit à réparation, donc il suffit que j'écrive ça, c'est pas ça la chose importante. Il y a un rappel des pièces. Et puis, la chose importante maintenant, c'est je suis juriste et j'écris ce qui de toute façon était déjà écrit dans le constat amiable par la case cochée. Le véhicule a quitté un stationnement. Voilà. Ça, c'est un fait, c'est le fait, c'est effectivement, et on va même mettre quelque chose deuxième, le véhicule A. A, c'est moi, c'est mon véhicule, hein, je suis avec mon assureur, hein, c'est moi, et le véhicule A été heurté par le véhicule B. Non, les B, évidemment, vous avez compris, on se substitue au nom, etc. Et ça, je vais l'envoyer dans mon système expert. Mon système expert, il a la capacité, il a intégré le code de la route ou une partie du code de la route. Vous voyez bien que ce sont des instructions qui sont lisibles automatiquement. Je n'ai quasiment même pas besoin de les écrire puisque ce sont des cases à cocher. C'est juste pour montrer la puissance du système. J'envoie ça donc dans mon système qui a analysé et qui va me faire une proposition. Et il me fait la proposition suivante, il me rappelle d'abord ce que j'ai écrit, c'est toujours intéressant dans la traçabilité, et il me dit, moi, système expert, moi, un peu intelligent, je vous dis qu'il y a 4 ou 5 articles, peut-être même une jurisprudence qui peuvent vous intéresser dans votre cas. Alors ça, le quotidien du juriste, il est exactement de cette façon-là. On a suffisamment travaillé, on a travaillé sur des milliers de documents, et effectivement, il y en a qui remontent un certain nombre dans des situations. Donc on a capitalisé là-dessus, c'était une expérience là-dessus. On me demande si le système, si je pense qu'il y a d'autres articles. Alors vous imaginez quand il y a création de nouveaux articles, hein, à l'époque on a travaillé, il y avait la problématique de la trottinette, on imagine qu'il peut y avoir d'autres articles. Dans notre cas, il n'y a pas d'autres articles, on va d'ailleurs plus vite comme ça. On envoie, on dit non, ça suffit, ce sont les articles qui me paraissent moins experts, les plus pertinents. Et on va dans une deuxième phase. Vous m'avez dit ça, suite à l'analyse des données que j'ai récupérées, j'ai quand même quelques questions, moi, système un peu intelligent, à vous poser. Alors des questions qui vont nous paraître assez naturelles à nous, assez surréalistes, mais en réalité elles sont contenues, il faut quand même qu'il y ait un pilote dans la voiture. Compte tenu des faits, peut-on considérer que le conducteur A s'était assuré qu'il pouvait effectuer sa manœuvre sans danger pour les autres usagers? Les experts du code de la route savent très bien qu'on reprend les termes d'un article du code de la route qui demande à ce qu'on s'assure de ça. En fait, la personne a fait une manœuvre, il a quitté un stationnement sans s'assurer qu'il pouvait effectuer cette manœuvre sans danger. On ne discute pas de la vitesse à laquelle le véhicule B est arrivé. C'est comme ça. Et que les gens comprennent, c'est comme ça. Est-ce que le conducteur A, est-ce que c'est bien lui qui conduisait le véhicule A? Le système est intelligent, mais il est bête aussi sur certains aspects. Tant qu'on ne le lui a pas dit, il a besoin d'avoir cette question. Donc, comme je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je suis obligé de le dire là, de dire oui.
Est-ce qu'il y a un conducteur dans le véhicule A? Susceptibilité aussi, c'est quelque chose qui est nécessaire. Il peut y avoir un véhicule vide, heurté, qui va heurter un autre véhicule. Demain, il y a le véhicule autonome. Ce ne sont pas des questions idiotes. Ça a l'air, au départ, on trouve ça un peu stupide, mais ce ne sont pas des questions idiotes. Donc j'envoie, en même temps que je vous dis ça, j'envoie à mon système qui réfléchit, me dit « Ok, j'ai bien compris, vous m'avez répondu aux questions 1, 2 et 3. Est-ce qu'on peut considérer que le conducteur était très attentif et en question envers les usagers les plus vulnérables ?» Là, dans la logique et dans l'esprit du code de la route, les plus vulnérables, les piétons, etc., oui, le conducteur, il n'y a pas de raison de penser qu'il conduisait comme un fou, etc. Le conducteur a averti les autres de son mouvement. Eh bien, je n'en sais rien. Donc, cette information est absente. Peut-on considérer que le conducteur maîtrisait son véhicule? On ne va pas lui faire des procès d'intention. Je suis juriste, je ne vais pas lui faire un procès d'intention. Rien ne m'indique qu'il avait effectivement un manque de maîtrise de son véhicule. Et donc, je réponds de cette façon et j'envoie ces réponses. Vous imaginez même que n'ayant pas ces informations dans le document, en même temps qu'on pose la question, on sait quasiment, le système est quand même capable de reconnaître quelque part dans les textes ces réponses. C'est juste le côté pédagogique que l'on montre ici. En réalité, donc, le conducteur, dans un premier temps, n'a pas respecté des obligations. Là, on parle du code de la route. Et les dispositions du 412.6, du premier alinéa, deuxième phrase, tout montre qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Alors ça, c'est évidemment un travail en finesse, jusqu'à l'alinéa de la deuxième phrase, jusqu'à la deuxième phrase de l'alinéa du code de la route de l'article 412.6, c'est un certain travail pour effectivement produire ce résultat. Sauf que quand il a été fait une fois, il a été fait pour toujours. En tout cas, tant que l'article ne change pas. Il y a en plus une jurisprudence qui fait qu'effectivement, elle suggère que c'est une interdiction qui n'a pas été respectée. Elle est absolument claire, cette jurisprudence, et je la partage avec beaucoup de gens, parce que les gens ne savent pas. Un conducteur qui s'apprête à changer de direction doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. C'est clair et net. Et en l'occurrence, notre ami n'a pas fait le travail nécessaire. Et donc, on va rédiger maintenant, générer l'avis. Et donc, j'appuie, je valide que cet avis est enregistré, et on va regarder et partager l'avis. Donc là, il y a un travail très important qui a été fait, parce que en réalité, cet avis, au fur et à mesure que j'ai réalisé mes analyses de pièces, j'ai un document qui a des couleurs, vous le voyez, tout ça, ce sont des informations qui viennent de tout le travail que j'ai fait et que je n'ai plus à refaire. Il y a des informations qui reviennent, la date du contrat, la date du constat, la date du sinistre, un certain nombre d'informations, il y avait un rapport d'expertise, il y avait une entreprise a retenu quelque chose, il y a un certain nombre de courriers, tout ça est documenté, il y a des textes réglementaires. Les textes réglementaires, ici, sont des textes extraits, évidemment, c'est une trame, la loi Badinter, évidemment, donc là on voit très bien que c'est un produit, on a décidé, la compagnie d'assurance a décidé d'écrire ça, quand il s'agit de faire jouer la loi Badinter, de l'article, etc. Donc ça, cette partie verte fait partie de la structure produite, générée de façon méthodique par la compagnie d'assurance. Et ici, on va retrouver dans la partie bleue tout ce qui vient de l'échange que nous venons de faire en live avec le système. Et au vu donc des éléments du dossier, c'est de bon escient que l'assureur vous a déclaré 100% responsable ou responsable à hauteur de récupération. On n'a pas activé le système, donc on n'a pas tous les éléments, donc il n'a pas. Voilà. Et le courrier est adressé. Voilà. Donc là, je finis le partage. Ce temps de consolidation, il est exceptionnellement intéressant parce que effectivement, on ne reviendra jamais sur la pièce qu'on a analysée. Elle s'est reclassée automatiquement dans le système. Et donc, je suis complètement en phase avec mon travail. Donc, je continue. Dans la présentation, j'ai donc, vous avez vu, saisi les informations, c'est comme ça, si vous devez garder la présentation, vous savez effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Ça, vous l'avez vu ensemble, vous avez vu qu'on a saisi cet article, je ne reviens pas là-dessus, on a répondu à ces questions, on envoie, ça vous revoyez tout ce qu'on a fait, on a généré cet article, cet avis, voilà. En résumé, pour n'importe quel type de pièce, je le redis très clairement, la partie de texte reprise est soit une copie, soit un relevé d'informations issues des zones de métadonnées. On a bien compris la contribution du système intelligent permanente et l'amélioration permanente. La séquence des textes, elle est naturellement remise dans l'ordre du temps, et ça c'était la volonté de notre client.
Ça peut être changé, hein, ça c'est absolument open, c'est pas un problème. Et l'organisation des thèmes aussi. D'accord? Donc, tout ça, c'est ouvert, hein, la trame de la restitution. En bilan, donc, grande efficacité, une méthodologie qui est sur des processus qui sont revisités légèrement, des choses qu'on ne peut pas accepter. Si on n'a pas bien compris, si le permis de conduire n'est pas bien capté, on n'a pas besoin de faire intervenir une personne pour dire le permis de conduire, j'ai mal vu votre permis de conduire. Et donc, voilà, tout ça est automatique. Donc, il y a une logique, il y a une valorisation du processus. Il y a un apprentissage continu parce que quand je vais, vous l'avez vu, cliquer sur le fait que cette pièce n'était pas un constat, mais c'était plutôt un relevé d'information ou un constat de police. Bon, voilà, il peut y avoir des ambiguïtés là-dessus. Donc, il y a un apprentissage continu et on capitalise, parce qu'on a structuré cette approche. Il y a une valorisation de l'apport des experts. Parce que quand ils ont donné leur avis, on n'a pas besoin de revenir 10 fois sur les mêmes situations. Il y a une cohérence dans les décisions, c'était quelque chose qui était extrêmement demandé par le client. Et on a observé, sur des avis que nous avons analysés, des situations similaires avec des décisions qui n'étaient pas les bonnes, avec tout le respect que nous avons pour ces experts. Donc, d'où la capacité de générer de façon de nouvelles propositions d'analyse, parce qu'en réalité, en cas de litige, c'est parce qu'il y a des situations qui ne sont pas forcément prévues. C'est le cas des trottinettes, avec des réglementations qui sont de plus en plus diverses et variées. Je crois que dans l'article en 2019, les trottinettes étaient assimilées à des piétons à certains niveaux, ce qui est assez incompréhensible. Et sur la gauche, donc, quand même, les technologies, hein, il y a beaucoup d'IBMR, puisque What's Next travaille avec nos technologies. La liste des technologies que nous avons mises en œuvre pour arriver à cette solution. Voilà, je crois que j'ai fini cette présentation. Ouais. Merci Michel. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Une première question qui était de la part de notre ami Alexandre. Le use case, effectivement, il apprécie le use case. Il y a deux questions au sujet du use case. La durée de la mise en place du projet, une première question. Et la deuxième question, c'était quels sont les gains et KPI pour cet assureur? Alors, je pense que Raphaël, qui était en relation avec la direction, pourra répondre sur la deuxième question. Sur la première question, je peux peut-être répondre sur les deux, parce que, en fait, bon, concrètement, sur ce projet, on a passé, évidemment, comme c'est un projet de lancement, on a passé un peu plus de temps que ce qu'on passerait si aujourd'hui on devait le refaire sous le même angle. Donc, nous, ça nous a pris un peu plus de 9 mois, mais je pense que pour lancer un projet comme celui-là, il faut raisonnablement imaginer quelque chose qui dure entre 4 et 6 mois. Et pour répondre à la deuxième question, qui sont les KPI, en fait, comme l'a dit Michel, il y avait 2 KPI essentiels pour la direction de notre client. C'était bien entendu, d'une part, la productivité et un ROI constaté. Donc ça, je pourrais en parler après. Et le deuxième point, c'était important aussi, c'était la cohérence dans les rendus et dans les réponses, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait quand même une dispersion assez forte sur des cas comparables de conclusions rendues. Et donc dans les 2 cas, je pense que ces éléments-là ont été parfaitement atteints. En ce qui concerne le ROI, je pense que chaque cas est particulier, mais là, on parle quand même d'un ROI, là, on parlait d'un nombre de cas traités par des experts par semaine, et ce nombre de cas qui, dans leur cas, eux, tournaient sans doute autour de 2 ou 3, parce que c'était des cas complexes, il a pu être multiplié par des facteurs qui peuvent aller de 3 à 5 et même plus. Donc voilà, dans les 2 cas, je pense qu'on excède les objectifs qui étaient fixés en fait. Alors on avait une autre question d'un autre des participants. C'était comment assurer la mise à jour des règlements, par exemple la modification des codes de la route, mais effectivement même si ça n'arrive pas tous les jours. Michel. Alors là, c'est une réponse qui est immédiate. En réalité, compte tenu de la date du sinistre, il y a une projection, il y a une reconstruction de l'historique du code de la route au moment du sinistre. Là, la réponse est assez claire, c'est un package. Donc il y a presque autant de versions du code de la route qu'il y a eu de sinistres.
Parce que c'était impossible de gérer, ça n'a aucun sens, en tout cas à l'instant où on s'est posé la question, ça n'avait aucun sens de garder une problématique de gestion d'un historique du code de la route, parce que d'abord on n'en maîtrise pas les évolutions. En revanche, garder une image du code de la route à une date déterminée, c'était doublement intéressant, parce qu'effectivement, même un sinistre qui est analysé un peu plus tardivement, il dépend quand même de la date. Le sinistre et des textes réglementaires à la date. Donc voilà, heureusement que la charge de stockage de data est beaucoup moins chère qu'avant. Et là, l'idée, c'était clair, le package a pratiquement une copie du code de la route valable à l'instant du sinistre. Et sinon, c'était trop compliqué. Est-ce que ça répond à la question Je pense. Une autre question qui nous arrive. Une autre question qui nous arrive, mais ça c'est plus pour Raphaël qui était au début de. Ah oui. Alors, le monsieur a formalisé la question. Comment gère-t-on, paramètre-t-on une nouvelle règle en cas de modif du code de la route? J'ai répondu, c'est exactement la même chose. Une nouvelle règle. Alors, comment la paramètre? Bon, là, quand même, c'est une expertise, la paramétrisation, puisqu'en réalité, vous faites quoi? Vous transformez un texte qui est écrit en langue française naturelle en quelque chose qui est écrit, interprétable par une machine. Donc là, effectivement, c'est toutes les technologies du web sémantique, puisque c'était quand même l'enjeu, ça fait 20 et quelques années maintenant que les gens travaillent là-dessus. Qu'est-ce qu'on est capable de dire? Donc, en réalité, on fait dire un certain nombre de choses à la machine. Alors, il y a plusieurs façons de le faire dire. Il y a des représentations qui ont déjà une sémantique elles-mêmes, une modélisation. En fait, quand on exprime, je prendrai rien que la base de données relationnelle, mais c'est pas forcément là-dessus qu'on va travailler. On peut travailler sur du graphe, on peut travailler sur en réalité, une base de données rationnelle parle. Quand on a une clé unique, on a déjà une explication, une traduction. Donc en réalité, il y a effectivement une informatisation du texte et de la phrase du code de la route. Qu'est-ce que dit tout véhicule en mouvement doit avoir un conducteur? Ça, c'est l'article 412.6, je crois aussi de mémoire, hein, si c'est celui-là, c'est pas grave. Eh bien, tout véhicule, il faut bien que ça représente, que ce concept soit représenté. Donc il y a un gros travail de construction de dictionnaire. Tout véhicule en mouvement, c'est un véhicule en mouvement, donc il faut bien comprendre. Et il y a donc une terminologie. On a eu, ça c'est ce genre de problème que, voilà, c'est le cœur du problème, il est là. Il est de formaliser quelque chose que la machine va raisonner dessus. Et d'ailleurs, il y a des choses intéressantes à ce sujet. Il y a une chose extrêmement intéressante, c'est parce que, par exemple, jamais dans aucun article du Code de la route, il est interdit de heurter un véhicule. Ce qui pose un autre problème, c'est quel est le lien qu'on fait quand on a le mot heurter dans le code de la quand on a une situation où il y a le mot heurter, alors que dans le code de la route, à aucun moment, il est écrit que il est interdit de heurter. Même si c'est du bon sens, on peut imaginer que respecter les autres peut faire partie de heurter. Et donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le synonyme à travers le code de la route de heurter serait respecté, serait maîtrisé. C'est ça les réflexions intéressantes. Et c'est là où on a besoin de l'expert. En revanche, l'expert, quand il s'est prononcé une fois, c'est définitivement ancré dans la machine et inscrit dans la machine sous la forme de règles. Et elles sont mises à jour en fonction des textes, de la fraîcheur des textes. Oui. Moi, je pense que... Ouais. Et donc, il y avait une... Pardon? Ouais, il y avait une question... Ouais, vas-y, Raphaël, tu peux répondre là, peut-être. Sur des offres concurrentes, nous, aujourd'hui, on n'en a pas identifié. Donc, aujourd'hui, c'est un domaine qui évolue rapidement. Donc, mais des choses qui font exactement ce qu'on vient de décrire là, avec l'ensemble du processus, nous, pour l'instant, on n'a pas identifié. On pense que c'est un premium. Ouais.
Alors, moi, je veux dire qu'il y a un axe de progrès que tout le monde va comprendre. Si je veux vraiment, il y a quand même des faits. Hein, dans la présentation, il y a le concept de fait qui est quand même assez important. S'il y a une chose sur laquelle on peut s'entendre, c'est sur le fait. J'ai changé de direction, j'ai été heurté. Ce sont des éléments basiques qu'il va falloir reconstruire. Et donc, une des problématiques, et en tout cas une des évolutions possibles, est de mieux comprendre le texte émis par l'assuré. L'énorme difficulté, elle est dans le fait que, sous l'émotion, parfois, les gens écrivent des choses qui sont quasiment incompréhensibles. Et là, ça pose un énorme problème parce que même la machine ne pourra pas les comprendre, on ne les comprend pas nous-mêmes. On avait des exemples qui étaient assez impressionnants. Et donc, je pense que là, il peut y avoir, je trouvais que c'était intéressant que Raphaël a cité tout à l'heure le côté e-learning de la réflexion de What's Next et dans les activités. Il y a quelque chose à comprendre parce qu'il faut transférer à l'assistant virtuel une capacité pédagogique. Et sinon, on aura toujours une énorme interaction entre qu'est-ce qu'a dit cette personne. Et donc le gros effort, il va être d'améliorer l'échange entre l'assuré et l'assureur, ou en tout cas le texte réglementaire. L'assureur, il est là pour couvrir un risque, et c'est le texte réglementaire qui est en face. Donc les choses les plus importantes, les sujets les plus importants, c'est en fait d'optimiser cette interaction dont on peut penser qu'on a pris, je le rappelle, les litiges. C'est-à-dire que tout le reste, quasiment, est pratiquement automatique. On a pris les litiges. Les litiges, c'est quoi? C'est philosophiquement toutes les situations un peu nouvelles ou celles que nous n'avions pas comprises. Quand je vous dis que vous êtes heurté par un véhicule qui vous heurte en étant sur la bande cyclable, ça choque tout le monde. Il y a d'autres situations. Donc, ce sont ces situations-là qu'il faut faire évoluer. Il y a un côté pédagogique. Et ce côté pédagogique, c'est l'interaction entre l'assuré et la machine, avant que l'expert, lui, ne fasse que de la déclinaison du code de la route. Parce que quand il nous a dit que le synonyme de heurter, c'était mouvement, par exemple, voilà, il nous l'a dit une fois, c'est bon, la machine a compris. Oui, alors pour être aussi honnête, en parallèle, si vous voulez. Pardon? Vas-y, Raphaël. Non, mais vas-y, Raphaël, tu voulais intervenir? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, vas-y. Non, ce que je voulais indiquer, c'est que il y a évidemment le produit est en complète évolution et bien entendu, aujourd'hui, il y a encore des zones d'amélioration et c'est logique qui sont encore extrêmement importantes. Il y en a une que vient de citer Michel, qui est la compréhension des faits. Il y en a une autre qui est aussi la complétude des éléments documentaires qu'on utilise. Donc, il y a déjà le code de la route et on n'a pas fait 100% du code. Aujourd'hui, on a utilisé les articles qui doivent représenter 70% ou 80% des cas qui interviennent. Donc, on a encore du travail à faire pour avoir une complétude. Comme vous le savez, cette règle des 80-20 s'applique. C'est-à-dire que pour avoir les 20% de plus, il va falloir faire un effort sans doute équivalent aux premiers 80%, mais ça vaut le coup de le faire. Et donc voilà, on est en plein dans cette courbe d'amélioration continue des produits d'intelligence artificielle et on est déjà rentré dedans. Voilà. Ouais, ce que je voulais rajouter en complément, c'est qu'effectivement toute la partie que vous avez vue, ça assure la gestion des sinistres auto, mais tout le process en amont de lecture, numérisation intelligente des documents, consolidation des documents, ainsi de suite, peut s'appliquer à d'autres types de sinistres, qui peuvent être des sinistres climatiques ou autres. Je veux dire, les process sont déjà validés et après, je veux dire, ils sont facilement applicables à d'autres cas dans l'assurance. Ok. Voilà, je ne vois plus d'autres questions. De toute façon, je pense que vous aurez nos coordonnées. Oui. Donc, si d'autres questions viennent par la suite, on va transmettre l'ensemble de nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter. Gilles, on va peut-être clore donc la session.
Ouais. Encore merci à tous pour votre participation. Et comme le disait Raphaël, bien évidemment, on est à votre disposition. Déjà, n'hésitez pas à faire suivre ce webcast, ce webinaire en replay à toutes les personnes qui peuvent être intéressées. Et en complément de ça, on est bien évidemment à votre disposition pour une session particulière pour compléter ce que nous avons vu avec le webinaire ou pour, avec vous, échanger sur d'autres contextes clients et répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et encore merci. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir.